Raphaël Fiziev prêt à descendre d'une catégorie, Conor McGregor qui aurait une annonce à faire, mais aussi toutes les actualités majeures du jour. Nous sommes le mercredi 12 mars 2025, c'est le moment MMA, soyez tous les bienvenus. Man, how the hell you doing? I've been just fine living life with the noose and in my mind, all I hear is music. Watching your mouth move, damn you look stupid. I feel like everyone's a stranger. Small talk with your narcissist. Et on commence avec Raphaël Fiziev qui est plutôt satisfait, malgré la défaite le week-end dernier, d'avoir suivi la stratégie. Il n'est pas allé à la guerre, il s'est beaucoup déplacé et a forcé Gedji à attaquer. Maintenant, les phases de lutte au premier round, c'était pas prévu, c'est ce qu'il a déclaré, mais l'opportunité s'est présentée, alors il l'a saisie. D'après lui, toujours, ce qui a été le point pivot de ce combat, c'est l'uppercut qu'il prend au deuxième round et qu'il l'envoie au tapis. Il avoue que même dans la troisième reprise, pendant les 2 premières minutes, il était encore un peu sonné. À la fin du combat, il a senti que son cardio n'était plus vraiment là. Maintenant, il le dit, c'est sûrement lié au short notice. Et je pense qu'on peut lui donner raison là-dessus. Il envisage aujourd'hui un retour d'ici 3 ou 4 mois. Il n'a pas vraiment réfléchi à l'adversaire. Il cite Gamrot, mais n'est pas vraiment convaincu par ça. C'est vrai que ce serait l'occasion pour lui de prendre sa revanche. Je rappelle qu'il a perdu le premier combat suite à une blessure. D'ailleurs, c'était la dernière fois qu'on l'avait vu, avant son combat de samedi soir. Lui, il se considère comme un petit poids léger, et contre Gedji, il a trouvé que la différence de gabarit était énorme, donc il aimerait pourquoi pas descendre chez les poids plumes. Maintenant, il veut le faire sérieusement, il a prévu de passer des examens médicaux afin d'être sûr que ce soit faisable et de ne pas prendre des risques, de ne pas se mettre en danger, parce que ce qu'il veut surtout, c'est pouvoir performer dans cette catégorie et pas juste faire le poids et aller combattre. Des nouvelles du dos d'Arman Tsarukyan, et sachez qu'il va mieux, pour rappel, ceux qui n'ont pas suivi, on devait le voir au mois de janvier combattre pour la ceinture des poids légers, à 24 ou 48 heures de l'échéance, il s'est bloqué le dos, il a dû se retirer, ça n'avait pas du tout plu à l'UFC. En tout cas, il est prêt à revenir pour fin avril ou début mai, contre un top 5, de préférence Oliveira ou Gedji. Je pense qu'il a bien intégré que Dana White n'allait pas lui redonner sa chance pour le titre tout de suite, et qu'il allait de nouveau devoir faire ses preuves, ou en tout cas devoir reprendre une victoire contre un top contender de la catégorie, comme on a pour habitude de dire. Actuellement, il dit s'entraîner énormément, plus qu'avant même. Alors là, j'espère qu'il n'est pas en train de retomber dans ses travers, parce que cette blessure au dos au mois de janvier n'est-elle pas liée à un surentraînement? Je ne sais pas, mais déjà à l'époque, il disait qu'il préparait ce combat depuis des mois, qu'il s'entraînait très fort, etc. Tu te bloques le dos, forcément on se pose des questions. Maintenant, peut-être que les méthodes d'entraînement ont changé. Je ne sais pas, en tout cas, je l'espère. Il nous a aussi appris qu'il est le premier que l'UFC a contacté quand Dan Hooker s'est blessé et que donc on lui a proposé d'affronter Justin Gaethje. Lui a accepté, mais par contre pas en poids léger. Un peu comme Renato Moicano hier, il a demandé un combat entre les poids légers et les poids welter. Encore une fois, je trouve une déclaration un peu maladroite parce qu'il ajoute à ça: je pense que j'aurais pu faire le poids, mais ma prestation en aurait sûrement été impactée. Je ne pense pas qu'il ait marqué des points auprès de l'UFC une nouvelle fois. Maintenant, ce qu'il dit aussi, c'est que ce serait Justin Gaethje qui aurait refusé parce qu'il se préparait à affronter Hooker, qui est un striker, et ne voulait donc pas maintenant faire face à un lutteur. Ça, je ne sais pas, peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est faux. Maintenant, il semble que de toute façon, l'UFC ne voulait pas d'un catchweight. Donc, dans tous les cas, il s'était grillé sur ce coup-là, j'ai l'impression. Et puis, pour l'instant, il s'entraîne en Californie. Lui, c'est un habitué de la Floride. Alors, est-ce que c'est terminé avec la Floride? Je ne sais pas. Ça voudrait dire peut-être un changement d'équipe, un changement de sparring partner. J'espère qu'on en apprendra plus dans les semaines qui viennent. En tout cas, son camp d'entraînement se déroulera soit aux États-Unis, soit chez lui en Russie. Je rappelle que oui, il représente l'Arménie, mais je crois qu'il est né en Géorgie de parents arméniens et qu'il a grandi en réalité en Russie. Donc peut-être que le camp se passera en Russie, peut-être qu'il se passera aux États-Unis. Ça va dépendre de là où aura lieu son prochain combat. En gros, si ça se passe au Moyen-Orient, à Abu Dhabi ou en Arabie Saoudite, ce sera en Russie. Si ça se passe plutôt aux États-Unis, le camp lui aussi se déroulera aux États-Unis. Petit détour par la Fighting Nerds hier, on en a parlé, je vous disais que j'allais avoir plus d'infos aujourd'hui. Commencions avec Mauricio Ruffi. Il est revenu sur son magnifique coup de pied retourné le week-end dernier. Je vous affiche la photo à l'écran, je pense que personne n'a oublié. C'est un coup de pied inspiré du footballeur Neymar. Alors on pourrait se demander pourquoi.
Tout simplement parce que Neymar fait beaucoup de feintes, il enchaîne les feintes, et lui, sur ce coup de pied-là, il ne l'a pas masqué avec une technique, mais il a fait beaucoup de feintes avant pour l'amener, donc il l'a baptisé la technique de Neymar. Ce qu'il dit, c'est qu'il avait beaucoup travaillé à l'entraînement, j'en avais déjà parlé, mais qu'en fait, peu importe où allait se passer le combat dans l'octogone, c'est-à-dire l'endroit vraiment au centre de la cage, lui le dos contre le grillage ou son adversaire le dos contre le grillage, il avait travaillé des techniques spécifiques pour ça. Et là, dans cette situation-là, c'était le coup de pied retourné qui devait sortir, donc il l'a sorti. Mais sinon, il dit qu'il a énormément d'autres techniques et que bien sûr, il pourra nous démontrer ça lors de ses prochains combats. Le journaliste lui a posé une question assez juste. Est-ce que tu as une pression maintenant que tu fais partie de la Fighting Nerd à l'UFC, hein, tout le monde te regarde, tout le monde sait qui tu es, et vous êtes invaincu, 18-0, j'en parlais hier, en tout cas chez les hommes. On reviendra là-dessus dans la minute auditeur. Est-ce que tu as la pression? Est-ce que tu ne veux pas être le premier à faire perdre ton équipe? Alors ce que lui répond, c'est que non, parce qu'il vit le moment présent, il ne se projette pas, il pense seulement à ce qu'il est en train de faire, et c'est quelque chose qui lui réussit jusqu'à maintenant. Concernant sa vie privée, on a appris qu'il avait été garde du corps pour un milliardaire chinois, mais il n'a pas voulu en dire plus. Apparemment, son agent lui conseille de ne pas trop développer pour l'instant. Alors, est-ce qu'il y a une histoire de contrat qui court toujours? Je ne sais pas. Par contre, il a dit que dans les années qui viennent, quand il pourra faire des déclarations, il rentrera un peu plus en détail dans cette histoire. Et puis il est revenu aussi sur les 2 dernières années de sa vie qui ont été très bonnes, mais avant ça, il y a 2 ans hein, quasiment, rien n'allait pour lui, il était vraiment au bord du gouffre, sa femme n'arrivait pas à avoir d'enfants, professionnellement parlant, ça n'allait pas vraiment non plus. Ce qu'il dit, c'est qu'il ne pensait pas à se tuer, mais par contre, à ce moment-là, si une voiture avait pu le tamponner et mettre fin à l'histoire, il n'aurait pas été contre ça non plus. Et puis ce qu'il explique, c'est qu'il a rencontré Dieu, voilà, maintenant il est un fervent catholique et que tout a changé pour lui. Il a eu 2 enfants depuis et il a connu le succès dans l'octogone. Aujourd'hui, il est à l'UFC et tout roule pour lui. Espérons que ça continue. Son partenaire d'entraînement maintenant est le visage de la Fighting Nerd, celui qu'on a vu en premier à l'UFC, Caio Borralho. Il est dans sa quête de la ceinture, c'est même lui qui est le plus proche dans cette équipe de décrocher le Graal. Pour sa prochaine apparition, il ne veut qu'un combattant classé devant lui, on peut le comprendre, il pense à Imavov ou Whittaker, qui sont les 2 seules options d'après lui. Je rappelle qu'il est assez ami avec Khamzat Chimaev et que les deux, dans l'idéal, n'aimeraient s'affronter que pour la ceinture. Mais là, on arrive dans une composition entre Imavov, Borralho, Chimaev, où tu as l'impression que tout le monde est ami, hein, ou en tout cas que Khamzat est ami avec tout le monde. Donc il va falloir que ça se décante. Ce qu'il pense, lui, en tout cas, Borralho, c'est que si l'UFC le fait affronter Imavov, ils vont forcément perdre un prétendant à la ceinture. Alors que s'il affronte Whittaker, qui est une légende, qui est un ancien champion pour qui il a beaucoup de respect, Whittaker a un petit peu décroché de cette course au titre, donc peut-être que pour l'UFC, stratégiquement parlant, c'est le combat à faire, et lui, de toute façon, c'est le combat qu'il préférerait dans cette liste. Il pense d'ailleurs que Whittaker est un peu trop émotif, qu'il se livre un peu trop sur toutes ses frappes, et que lui, dans un combat, aurait l'occasion de le contrer, et donc de le terminer. Je ne sais pas si c'est comme ça que se terminera cette histoire, mais en tout cas, Borralho contre Whittaker, personnellement, je pense qu'une certaine logique serait respectée si ce combat devait avoir lieu. Conor McGregor nous a fait une sortie sur les réseaux sociaux, il tag Joe Rogan, il lui dit « Je t'ai envoyé un message, est-ce que tu cherches un invité pour ton émission ? J'ai quelque chose de grand pour toi, j'ai une grande nouvelle pour toi, hein, c'est comme ça qu'on le comprend. Alors est-ce que c'est du sportif? Je ne sais pas, je doute un peu pour être honnête avec vous. Je pense que Dana White en aurait déjà parlé. J'espère qu'il ne va pas nous annoncer la sortie d'un nouveau whisky ou d'un nouveau film. En tant que fan de MMA, peu importe ce qu'on peut penser de Conor McGregor, j'aurais quand même envie de le revoir dans l'octogone, même si je ne pense pas le revoir un jour avec la ceinture autour de la taille. Mais écoutez, que va-t-il annoncer? Je ne sais pas. En tout cas, pour qu'il tague Joe Rogan, c'est que je pense qu'il a envie d'en faire parler. Pour le coup, ça marche avec moi en tout cas, puisque je vous en fais part. Et s'il devait revenir à l'UFC, je ne sais pas vraiment quel serait le combat pour lui. J'ai vu passer une rumeur d'un Dustin Poirier pour son combat de retraite. Je n'y crois pas trop parce que là, tout porte à croire que c'est Max Holloway qui affronterait Dustin Poirier. J'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler assez prochainement. Khamzat Chimaev nous a donné le nom de l'adversaire qui lui a donné le plus de fil à retordre dans sa carrière, et c'est Kamaru Usman, tout simplement parce qu'il défendait très bien la lutte, mais aussi le grappling, qu'il a passé les 5 premières minutes du combat avec Chimaev sur le dos quasiment, et que Chimaev n'a pas réussi à l'étrangler, donc félicitations à Usman. Et à ce jour, c'est lui donc qui a été l'adversaire le plus compliqué pour le Tchétchène.
Austin Bashi, je ne sais pas si vous vous souvenez de lui, il a combattu sur le premier Fight Night de l'année, si je dis pas de bêtises, il est arrivé invaincu à l'UFC, il y avait un peu de, voilà, une petite hype, hein, comme on dit, qui était en train de se créer autour de lui. Malheureusement, il a perdu, on ne savait pas comment il allait rebondir, lui avait déclaré qu'il allait travailler encore plus fort, qu'il était très motivé, qu'il allait apprendre de ça, et là il nous poste une photo sur les réseaux sociaux à l'entraînement avec Diego Lopez. Donc en effet, je pense que il a bien reçu le message en tout cas de ce que la défaite lui a apporté et qu'il est sur la route du retour. Justin Gaethje, pareil sur Twitter, sur X en tout cas, il tweet: j'ai gagné 3 de mes 4 derniers combats, j'ai seulement perdu un combat d'exhibition. Il fait allusion à ce qui s'est passé contre Max Holloway, bien sûr, je dois maintenant combattre pour la ceinture. Dana White, je suis prêt. Je ne sais pas si Gaethje sera le prochain. En tout cas, il est dans la conversation. Dana White, d'ailleurs, en a parlé ce week-end. Je vous le disais dans les émissions précédentes. Magomed Ankalaev nous apprend, lui, que les discussions pour la revanche contre Pereira a déjà commencé, que lui, il est prêt. Hein, il l'a dit dès le début, même avant le combat. Il avait dit: si je prends la ceinture, je lui donnerai une revanche immédiate. Maintenant, c'est peut-être une question de date, une question de lieu, et aussi une question d'argent. Mais s'il a déclaré qu'il était prêt à le faire dans une négociation, je pense qu'il a déjà perdu des points. Donc à mon avis, c'est plus une question de date et de lieu qu'une question d'argent. Jalin Turner, qu'on a vu s'incliner ce week-end malheureusement, et il avait laissé entendre qu'il prendrait sa retraite. Là, il fait une sortie sur les réseaux sociaux, il remercie tout le monde. Il a commencé le MMA à 18 ans, en 2013, dans son jardin. C'était un rêve pour lui, qu'il dise que voilà, Dieu l'a mis sur la route du MMA. Il l'a suivi et il a fini à l'UFC en 5 ans seulement. Il s'était donné 4 ans pour y arriver. La 5e année, ça s'est fait. Dans le top 10 de la catégorie la plus relevée, les poids légers, mais que là, il a perdu un peu de sa concentration, un peu de son focus. Il a aussi perdu le feu qui l'animait dernièrement. Il pensait pas que ça arriverait aussitôt dans sa carrière, mais c'est le cas. Donc le moment pour lui, à 29 ans, est venu de se retirer. Il remercie tout le monde. La dernière phrase, hein, je vous la cite quand même parce que ça passe beaucoup sur les réseaux sociaux, mais cette dernière phrase, personne n'en parle. Les choses peuvent changer, 3 petits points. On verra ce que le futur nous réserve. Donc peut-être que Turner, d'ici 1 ou 2 ans, sera de retour dans la cage. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est peut-être une sage décision s'il sent qu'il n'a plus la chose en lui, qu'il n'a plus envie. Mieux vaut se retirer avant de prendre des coups inutiles. Petite vidéo maintenant de la main de Dan Hooker, hein, qui s'est retiré de son combat contre Justin Gaethje. On le sait, il sort de l'opération, c'est pas beau à voir, mais pour le coup là c'était une vraie blessure, on ne peut pas l'accuser d'autre chose. Hein. Alors moi je ne remets jamais en doute la parole des combattants quand ils disent qu'ils sont blessés. Je sais que c'est quelque chose qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux. En tout cas, la main est dans un bien triste état. Espérons que ça aille mieux pour lui. Colby Covington pourrait être de retour à l'UFC 317, qui aura lieu le 28 juin. Lui a fait savoir que c'était quelque chose qu'il aimerait. On voit de plus en plus passer des actualités comme quoi il y a des rumeurs, il serait sur la carte, je ne sais pas. Mais en tout cas, on pourrait le revoir dès la fin juin. Curtis Blade contre Rizvan Kuniev devait avoir lieu à l'UFC Seattle. Kuniev s'est blessé. Devait avoir lieu ensuite le week-end dernier. Curtis Blade est tombé malade. Il semblerait que maintenant ça ait lieu le 17 mai à l'occasion de l'UFC Qatar. Austin Vanderford, qui n'a fait qu'un combat à l'UFC pour l'instant, il s'est imposé avant la limite, au second round, si je dis pas de bêtises, à l'UFC Seattle justement. Il a fait savoir, lui, qu'il aimerait combattre sur la carte de l'UFC Miami, qu'il se tenait prêt pour un short notice. Le seul combat qui semble être disponible pour lui dans sa catégorie, en tout cas, ce serait le combat entre Jeff Neal et Carlos Prates, si l'un des deux venait à se blesser ou tomber malade. Je ne sais pas si l'UFC penserait à lui pour ça, mais en tout cas, si ton deuxième combat à l'UFC, c'est soit contre Geoff Neal, soit contre Carlos Prates, tu fais une très grosse entrée et en cas de victoire, tu rentres tout de suite dans des discussions très intéressantes. Donc ce serait peut-être une magnifique opportunité pour lui, à l'âge qu'il a maintenant, à la trentaine passée. Il arrive seulement à l'UFC, il se dit peut-être qu'il faut tenter le tout pour le tout, et c'est une mentalité, on le sait, qui plaît beaucoup à l'UFC. Ryan Garcia, lui, a fait une petite sortie concernant Dana White qui se lance dans la boxe anglaise. Il le dit le sourire aux lèvres. S'il paye les boxeurs comme il paye les combattants UFC, je pense que nous n'allons pas aimer. On s'en doutait que c'est quelque chose qui allait beaucoup sortir. Ryan Garcia a sauté sur l'occasion. Direction le One Championship maintenant et le français en kickboxing Alexis Nicolas qui va avoir l'occasion de nouveau combattre pour la ceinture. Ce sera de nouveau contre Hercel. Ils se sont déjà affrontés 2 fois. Nicolas l'avait battu et était reparti avec la ceinture. Ensuite, c'est Hercel qui l'a battu, qui a récupéré sa ceinture. La revanche, la belle même, j'ai envie de dire. Est-ce que ça va le faire pour lui? Ça aura lieu le 4 avril et en Thaïlande, comme avait eu lieu leurs 2 premiers combats.
Jérôme Le Banner, qui était le visage de l'organisation française de MMA, le KOF a décidé de quitter cette organisation justement. Il n'est plus aligné avec la politique du nouveau directeur. Lui, voilà, veut qu'on prenne beaucoup plus soin des combattants, etc. Apparemment, ça n'est pas le cas. Donc, il a décidé de quitter le navire. Et il souhaite quand même que l'organisation continue d'exister, au moins pour continuer à avoir des combattants dans l'octogone, dans la cage en tout cas, et que ces combattants puissent continuer à se faire un nom et bien sûr à se faire de l'argent. J'espère que vous appréciez le contenu pour l'instant. Pensez à liker, vous abonner, commenter. Et tout de suite, on passe à votre moment avec la Minute Auditeur. Et je commence avec Cool de Shanghai. Je ne suis pas fan des combats de boxe anglaise avec des gants de MMA parce qu'il y a un risque de hypo, que ça peut pourrir le combat. C'est vrai, j'y avais pas pensé. Surtout en boxe anglaise, tu es encore plus proche au niveau de la distance qu'en MMA ou qu'en kickboxing. Donc oui, c'est vrai que la hypo pourrait être un problème. Et concernant la Fighting Nerds, là tu n'es pas le seul à me l'avoir dit, ils ne sont pas invaincus à l'UFC. Il y a Bruna Brasil qui a pas mal de défaites à l'UFC. Alors c'est vrai que quand la stat est sortie, j'en parlais hier, les Fighting Nerds avec Prates, Silva, Ruffy et Borayo invaincus 18-0, ça concernait les hommes. C'est vrai que souvent les stats qui sortent excluent un peu les femmes, hein. On va pas se mentir. Donc oui, j'étais passé au travers de ça, mais il y a bien Bruna Brasil qui fait partie de la Fighting Nerds et qui, elle, pour le coup, a déjà perdu à l'UFC. Ced MTL, je suis chaud pour un combat Ankalaev contre Prochaska. Déjà parce que contre Pereira, on reverra la même chose et parce que Prochaska va se livrer plus que les anciens adversaires d'Ankalaev, car ce sont eux et la méfiance du jeu d'Ankalaev qui ont rendu les combats moins spectaculaires. On en a parlé hier. L'UFC n'a pas intérêt à faire de revanche s'ils veulent préserver le reste de hype de Powhatan Force. Et tu disais que Prochaska peut servir la hype d'Ankalaev. Ça, c'est vrai, je pense que Prochaska, s'il arrive et qu'il se livre à fond, déjà, il peut surprendre Ankalaev, il peut le toucher. Comment réagira Ankalaev s'il est touché dès le début du combat? On ne sait pas. Et puis oui, ça pourrait aider Ankalaev, hein, s'il fait un beau combat contre Prochaska, à attirer un peu plus de regard sur lui. Norens qui me dit, quand tu regardes les nouveaux champions de l'UFC, Mera, Bilal et Ankalaev, c'est quand même moins clinquant et spectaculaire que O'Malley, Edwards ou Pereira. Les spectateurs aiment les gros KO, les finishes, et je suis pas sûr que ça plaise à Tonton Dana. C'est sûr que l'UFC avait déjà pris un coup sur la tête, je pense, quand Bilal Muhammad est devenu champion. Là, avec Ankalaev, c'est la cerise sur le gâteau. Je pense en effet que Dana White ne se réjouit pas de ça. Il va falloir faire du gros boulot pour réussir à les marketer. Merab Dvalishvili, je trouve c'est un peu différent. Il a réussi à se créer une petite image. Puis là, c'est cette machine de cardio. Et il est dans une catégorie où il y a tellement de monde que les combats vont être intéressants. Bilal Muhammad, c'est pareil, c'est pas le mec le plus charismatique. Il ne passe pas trop, en tout cas, auprès du grand public. Même sa façon de combattre, les gens le trouvent un peu chiant à regarder. Maintenant, il y a tellement de contenders que c'est intéressant. Alors qu'Ankalaev, pour le coup, je pense qu'il a rien pour lui. Les gens n'aiment pas le voir combattre. Et dans sa catégorie, bah. C'est un peu du recyclage, hein. Il y a Pereira qui l'a tiré vers le haut, mais maintenant je suis pas sûr que le grand public en tout cas soit très intéressé par ça. Je ne doute pas que l'UFC trouvera une solution. Et je termine avec David Gauthier, je ne sais pas pour vous, mais pour moi Prochaska et Ruffy ont un peu le même style, j'adore ces deux combattants. Alors moi je vois quand même des nuances, maintenant ce qui est sûr c'est que les deux sont spectaculaires, les deux peuvent nous offrir du gros chaos. Petite question pour Ruffy, est-ce qu'il continuera à être aussi spectaculaire, à être aussi incisif quand il va arriver dans le haut du panier? Là on n'aura la réponse que le moment venu. Prochaska, on sait que même dans un combat pour le titre, il peut amener la folie. Pour Ruffy, on a encore quelques interrogations. Je trouve aussi que Prochaska a un jeu un peu plus ouvert que Ruffy. C'était tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi. On se retrouve très prochainement à 17 h, je l'espère demain. Et d'ici là, passez tous une très bonne soirée. Salut!